je suis ici à différents titres. D'un point de vue universitaire, je suis une experte en lieux de mémoire sur des différentes interactions et parfois concurrence des différents publics et des différents rôles attribués aux lieux de mémoire. J'ai travaillé sur l'Allemagne, sur l'Argentine et sur le Cambodge. Je suis au conseil scientifique de la Maison d'Isieux, je suis au conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. J'ai passé 15 ans à New York où j'ai effectué mes études universitaires dans un département entre le théâtre et l'anthropologie. Et je suis de retour en Europe, basée à Genève depuis 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, peut-être trop, mais l'une des choses qui m'a beaucoup intéressée, mais sur lesquelles je n'ai pas encore vraiment beaucoup publié, c'est l'histoire des séfarades, parce que c'est une histoire qui est personnelle et familiale. 3 de mes grands-parents sont nés dans ce qui était l'Empire ottoman et je suis moi-même née à Genève mais avec un passeport turc. J'aime beaucoup parler de passeport. Ma grand-mère paternelle avait un passeport espagnol qu'elle a perdu quand elle s'est mariée à mon grand-père qui était devenu turc, né ottoman dans ce qui est maintenant la Macédoine indépendante ou la Fyrom selon les termes que préfèrent les Grecs et donc j'ai beaucoup entendu de judéo-espagnol dans mon enfance, de la part de mes grands-parents. Je parle espagnol avec un accent français. Quoi d'autre, voilà. Et puis un aspect, il y a différents aspects qui m'intéressent dans cette histoire des séfarades. L'un qui va être traité demain après-midi par un autre intervenant, c'est la question des déportés séfarades qui avaient un passeport espagnol. C'est le cas de 4 membres de ma famille immédiate. Sur 400, ça fait un bon pourcentage. Et puis toutes sortes d'autres choses en lien avec la culture, la langue, mais aussi l'histoire des migrations des séfarades. Voilà, donc là je suis venu vous parler aujourd'hui des Juifs d'Espagne au XVe siècle pour faire, évidemment je ne vais pas commencer tout de suite par le XVe parce que le XVe tout le monde s'attend à 1492, évidemment une année extrêmement importante. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, je dirais dans l'esprit espagnol, c'est qu'on commence l'année par le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est la chute de Grenade, c'est la fin de la Reconquista. Et puis on continue avec le 31 mars, le décret d'expulsion qui donne aux Juifs d'Espagne 3 ou 4 mois pour faire leurs valises, dire au revoir et quitter les lieux. Et le 12 octobre, la découverte, avec beaucoup de guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Avec tous ces événements, évidemment, l'Espagne est enivrée de gloire, de pouvoir, le monde s'ouvre à elle, littéralement. Il y a une idée de puissance et d'invincibilité qui est extrêmement présente cette année-là. Mais plutôt, avant de parler de cet enivrement, je vais vous ramener un siècle en arrière, en fait à la fin du XIVe, parce que si les Juifs d'Espagne sont intimement liés à ces 3 événements, donc la découverte de l'Amérique, l'expulsion et la fin de la Reconquista et la chute de Grenade, ça ne s'est pas passé évidemment dans le courant de l'année, mais il y a bien eu un siècle de préparation et de bouillonnement dans lesquels ils ont été vraiment des instruments importants de toutes ces réalisations, y compris de leur propre fin. Donc, à la fin de la Reconquista, à la fin du XIVe siècle, les Juifs d'Espagne sont en gros une communauté qui est autonome, qui, d'un point de vue juridique, fonctionne avec les lois juives, le Talmud, etc., qui n'a pas de pouvoir politique, ce qui va beaucoup arranger, comme on le verra par la suite, les différentes autorités. Et elle se compose, je dis ça de manière très grossière, mais elle se compose d'une élite, une sorte d'aristocratie qui est très cultivée, qui est sophistiquée, qui est riche, et d'un peuple qui est typique des peuples médiévaux, pas nécessairement sophistiqués, ni cultivés, ni riches, mais qui forment le gros de la communauté juive d'Espagne. Alors, l'aristocratie juive, ou cette aristocratie sophistiquée, est proche du pouvoir sans avoir le pouvoir elle-même. Donc on est dans cette articulation-là. Et
qu'est-ce qu'on a comme situation, disons, sociale et politique autour de la communauté juive? On a, et là aussi je schématise, mais vous allez comprendre où je veux en venir avec une vision un peu politique de l'Inquisition et du XVe siècle, c'est qu'on a une vieille garde noble, qui est là depuis longtemps, comme son nom l'indique, je l'appelle la vieille garde, qui a ses habitudes, qui est proche du pouvoir et qui se sent un petit peu menacée par la montée d'une nouvelle garde, qui n'est pas une nouvelle garde qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, parce que c'est un petit peu tôt pour utiliser ce genre de terme, mais c'est une nouvelle garde qui est dynamique, qui cherche l'innovation, qui est intéressée aux explorations, qui est intéressée à la nouveauté, qui veut prospérer, qui veut surtout une ascension sociale et une ascension plus proche du pouvoir, évidemment, qui veut s'enrichir. Et on assiste donc de plus en plus au XIVe et au XVe siècle, et ça va continuer après d'ailleurs, à une lutte de pouvoir entre ces deux échelons supérieurs de la société espagnole. Et les Juifs vont se trouver un petit peu être le pion ou la zone tampon dans cette querelle de pouvoir entre vieille garde et nouvelle garde. Alors, les Juifs, où est-ce qu'ils se situent à cette époque-là? Ils sont protégés par la vieille garde, mais ils sont très actifs auprès de la nouvelle garde. Ce sont eux qui vont être beaucoup les moteurs de cette innovation, les moteurs de ces nouveautés dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine scientifique, du domaine de la géographie, de la médecine, de l'administration, de la finance, du commerce, etc. etc. Donc, ils ont cet esprit, ils sont très engagés auprès de membres de la nouvelle garde, mais ils dépendent de la vieille garde pour leur protection et pour leur présence tranquille, disons, et sûre en Espagne. Alors donc il y a ce dilemme pour la vieille garde. Il y a le dilemme que d'un côté, elle a besoin des Juifs, elle aussi. Ils font partie du sang de l'économie, du cœur de l'économie, et de l'autre côté, ils se rendent bien compte que les Juifs travaillent surtout pour la nouvelle garde et qu'il y a un dilemme là autour. Alors, et donc eux, la vieille garde préfère que les Juifs ne se convertissent pas, qu'ils restent Juifs, comme ça on a une idée assez claire de qui est qui fait quoi, et la nouvelle garde, elle, préférait que les Juifs se convertissent pour les intégrer et grossir ainsi ses rangs et avoir une force beaucoup plus importante pour obtenir ce qu'elle recherche. Et donc voilà la situation vraiment de tension, de conflit, vous comprenez mieux maintenant pourquoi les Juifs sont un peu au milieu, en train de se faire tirer d'un côté et de l'autre. Et il en va évidemment non seulement de leur sécurité, de leur protection, mais aussi pour eux de leur prospérité, de leur avancement et des perspectives d'ascension sociale pour eux aussi. Alors finalement, au sein de la vieille garde, on trouve une minorité qui est pour le statu quo. Donc les Juifs restent les Juifs, on continue comme ça, tout va bien, et de cette manière nos prérogatives et nos privilèges seront préservés. Et puis une coalition au sein de la vieille garde qui est un petit peu, disons, les modernes, qui se disent non mais on ne peut pas continuer comme ça, il y a clairement une menace qui vient de la part de la nouvelle garde, et donc décidons de laisser certains Juifs se convertir, mais à un petit groupe, il faut garder le contrôle. Une petite partie, on les intègre dans la vieille garde, et le reste, on les laisse s'intégrer à la nouvelle garde, et puis comme ça, on avance pas à pas. Il y a un maintien de l'équilibre des forces dans ce cas. Et donc, ça va être finalement la première opération de cette vieille garde, de se dire on va encourager quand même, on a besoin des Juifs, mais finalement on va encourager les conversions pour les avoir plus à l'intérieur, mais en même temps contrôler le nombre de conversions et contrôler qui va chez qui pour garder la mainmise sur la situation politique et économique. Alors comment est-ce qu'on fait pour encourager les Juifs à se convertir ? Eh bien, on lance une petite vague d'antisémitisme. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser toutes sortes d'opérations auprès des masses, auprès du peuple, encourager des prêtres à faire des sermons antisémites, rappelant que les Juifs sont responsables du déicide, qu'ils sont coupables de sorcellerie, et tous les mythes antisémites typiques du Moyen-Âge. Il va commencer à y avoir des
des petites attaques à droite et à gauche, des vols, des violences. Et tout ça va permettre aux masses de se réveiller et de s'attaquer aux Juifs. En signe parce qu'ils ont été comme ça un peu remontés par les prêtres et les discours ambiants. Tout ça évidemment orchestré par la noblesse qui cherche à les intégrer tout en gardant le contrôle. Et alors c'est le pic de ce projet, c'est 1391. Avec ce qu'on a appelé par la suite, le mot est plus moderne, mais on a appelé des pogroms, et c'était vraiment un pogrom au sens où on l'a entendu par la suite en Russie et ailleurs, avec des attaques, des meurtres, des pillages, des viols, des vols, une terreur infligée par les masses populaires auprès des communautés juives en Espagne. Pour vous donner une idée, il y a eu 4000 morts à Tolède en 1391. Donc on parle, c'est des chiffres importants, c'est pas 2 personnes ou 2 hommes actifs, armés, qui se font, qui finissent mal dans une bagarre de quartier. C'est vraiment une attaque orchestrée pour faire mal, pour traumatiser les Juifs et surtout pour les encourager à se convertir. Et ça marche. La nouvelle garde voit un nombre de Juifs très conséquent se convertir et du coup venir grossir ses rangs, puisque elle accueille les convertis avec beaucoup d'ouverture et les Juifs sont aussi contents finalement, malgré le traumatisme, de se convertir et d'entrer dans la nouvelle garde, puisqu'ils voient là une opportunité de prospérer, d'espérer une certaine ascension sociale, davantage de pouvoir et d'opportunités. Alors, on remarque donc à l'issue de ces pogroms de 1391 une grosse accélération et une grosse augmentation de conversions. Elles sont aussi facilitées et normalisées par le discours ambiant, puisqu'il y avait un plan quand même là derrière. Et à une époque, ça va être le cas pendant tout le XVe siècle, à une époque d'instabilité politique, puisqu'il y a vraiment ces tensions sociales et ces tensions de pouvoir, eh bien, les conversions de juifs permettent de contribuer à une certaine paix sociale. Et donc, plusieurs milliers de juifs se convertissent à la fin du XIVe siècle. Pour la plupart, ils quittent leur attachement au judaïsme, donc ils tournent la page, ça ne les intéresse pas, il y a vraiment, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient complètement dévots au catholicisme, mais clairement, ils tournent la page, ils avancent, si c'est comme ça que ça se fait, eh bien, on y va. Il n'y a qu'une minorité qui va garder certaines attaches au judaïsme, qui n'est pas prête à tout lâcher et qui va préserver certains rituels de manière plus ou moins secrète. Et donc, on les appelle les conversos, les convertis. Et très vite, ils vont obtenir des fonctions très élevées dans tous les domaines de la société, y compris dans l'Église. Et c'est là qu'on voit comment leur intégration, pour ne pas dire leur infiltration dans la société espagnole de la fin du XIVe et surtout du XVe siècle est instantanée, et elle va monter très très haut et elle atteint tous les secteurs. Il y a par exemple l'exemple assez connu de l'évêque de Burgos, qui s'appelle Pablo de Santa Maria, dont le nom j'allais dire le nom de baptême, mais le nom de circoncision était Shlomo Halevi, Salomon Halevi. Dans son cas, c'est intéressant parce que non seulement il se convertit à cette époque-là, mais en plus il devient évêque, il rentre dans les ordres. Il avait une femme et des enfants, tout ça oublié. Sa femme a refusé de se convertir. Après sa mort, on a ressorti ses restes et ils ont été brûlés. Enfin, des choses assez sordides. Mais ce qui est extraordinaire, extrêmement impressionnant dans le cas de l'évêque de Burgos, c'est qu'ensuite, ayant lui-même des connaissances, je crois qu'il était ordonné rabbin, mais des connaissances talmudiques et juives extrêmement poussées, il s'est ensuite fait l'avocat antisémite par excellence.
notamment, j'en parlerai un peu plus tard, dans des débats théologiques où il pouvait non seulement évoquer les pères de l'Église, mais aussi tous les rabbins qui l'avaient précédé, et il pouvait citer la Torah évidemment en hébreu, comme d'autres textes en grec, en latin, etc. Et il y en a plusieurs dans ce cas-là, je donne un exemple extrême, mais pour dire que les Juifs convertis à cette époque, de manière très rapide et très visible, entrent dans dans tous les secteurs de la société, y compris l'Église, y compris évidemment le plus en plus proche du pouvoir. Et donc, ce phénomène du converso, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, ou qui en a déjà parlé peut-être, non parce que c'est vraiment, en préparant ces remarques pour aujourd'hui, je me disais, tiens, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement moderne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on aime à parler d'hybridité, de postmodernisme et de trans, je ne sais pas quoi, et de post-ceci et de inter-cela. Moi-même, j'aime me présenter comme quelqu'un qui est dans une post-discipline. Et donc cette figure du converso est vraiment intéressante d'un point de vue déjà strictement théorique, puisque, on les appelle à l'époque aussi les nouveaux chrétiens. Donc il y a bien une idée que chrétien, mais il y a quand même un qualificatif devant. Et c'est une figure hybride qui est à la fois dedans et dehors, comme finalement Paul de Burgos, qui a les instruments de son passé et qui a la robe de sa nouvelle fonction et de sa nouvelle religion. Ils sont à la fois dans le nouveau et dans l'ancien. Ils ont été encouragés par la vieille garde, mais ils se retrouvent dans la nouvelle garde. Et même s'ils se sont convertis par opportunisme, même s'ils ont rejeté leurs racines juives, à l'intérieur du nouveau monde chrétien dans lequel ils évoluent, les conversos restent des autres, au sens philosophique du terme. C'est une position qui est maintenue à la fois par la vieille garde, qui va continuer à maintenir, je vous parlerai de la suite du plan de la vieille garde, à nourrir des rumeurs en disant oui, mais ils sont pas complètement, ils sont, mais ils n'étaient pas comme ça avant. Et donc on maintient cette ambiguïté, on maintient ce flou, on maintient cette dualité. Et vous verrez qu'à travers ça vous le saviez déjà, à travers à la fois la notion de converso et la mise en place des discriminations antisémites en Espagne à cette époque-là, vous voyez très bien comment c'est là qu'on plante des germes de ce qui va être des politiques antisémites clairement établies en Europe par la suite. Donc la notion de converso qui est ni ici ni là, on entend l'affaire Dreyfus. On entend la notion de le juif est partout mais il est de nulle part, ou il est de nulle part mais il est partout. On entend tout ce qui a été colporté par la propagande de l'Europe occidentale moderne après l'émancipation. Donc la vieille garde continue à nourrir des soupçons, des rumeurs. Ça c'est très important, c'est ce cadre, cette ambiance de suspicion, de certaines théories du complot, là aussi, d'une extrême modernité, de dire oui, ils sont à l'intérieur, on les a voulu à l'intérieur, et maintenant qu'on les a fait entrer, zut, on ne sait plus qui c'est exactement, ils changent de nom, regardez, même l'évêque, etc. Et donc, quelque part, la machine s'emballe un petit peu. Et la nouvelle garde est ravie de ce qui se passe, parce que mission accomplie. La vieille garde est beaucoup moins ravie, et elle se sent nettement menacée. Et c'est là qu'il faut trouver un autre moyen de bloquer cette nouvelle garde et trouver un moyen politique, une solution politique à un problème politique. Sauf qu'ils vont utiliser une arme géniale et redoutable qui va passer par le religieux. Mais le point sur lequel je vais insister tout au long de la matinée, c'est vraiment que c'est la mise en place d'une politique discriminatoire à l'égard des Juifs d'Espagne et des convertis est vraiment basée sur une notion politique, une situation politique qu'il fallait dénouer, et pas en utilisant des éléments qu'on qualifie de racistes et d'antisémites, mais il n'y a pas d'origine véritablement théologique. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, le coup de génie de la vieille garde, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va mettre de côté la nouvelle garde, qui prend beaucoup trop de place et qui a maintenant des alliés forts à des positions très importantes. Eh bien, c'est de dire qu'en fait, cette nouvelle garde n'est pas complètement pure, elle n'est pas complètement espagnole, elle est mélangée.
hein. Là aussi, beaucoup d'échos modernes et contemporains. Pourquoi est-ce qu'elle est impure? Parce qu'elle est mélangée à toutes sortes de convertis qui ont grossi ses rangs. Il y a eu toutes sortes de mariages, d'alliances, mais essentiellement de mariages. Et donc, cette nouvelle garde doit être écartée du pouvoir, éliminée, parce qu'elle est impure. Impure parce que c'est là qu'il y a une hérésie théologique vraiment intéressante. Impure parce que ça veut dire que le baptême qui doit avoir une vertu purificatrice de renouveau, hein, quand on est baptisé, on recommence à zéro, on a remis le compteur à zéro, et ben ça veut dire que le baptême ne sert à rien. Le baptême ne fonctionne pas. Donc, quelque part, et c'est l'une des raisons théologiques pour lesquelles il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment, on peut pas qualifier l'édit d'expulsion et surtout le tribunal de l'Inquisition de théologique ou de religieux. C'est parce que d'un point de vue religieux, ça ne fonctionne pas. Donc là, on dit, vous avez beau vous convertir, vous avez beau construire des églises, être pieux et surtout vous être fait baptiser, changer de nom, faire baptiser vos enfants, etc., etc., etc. Finalement, non. Impur une fois, impur toujours. Vous avez toujours la tache de votre sang, l'impureté de votre sang est indélébile et rien n'y fera, pas même le baptême de l'Église catholique. Et donc, ça va être le coup de génie politique de dire, c'est pas tellement aux Juifs qu'on s'en prend, c'est à la nouvelle garde qui est maintenant tellement mélangée avec ces Juifs qu'elle a fait venir, aussi avec l'aide de la vieille garde qui a trouvé finalement un stratagème pour changer la composition culturelle ou sociale de la nouvelle garde. Parce que ethniquement, culturellement, linguistiquement, les Juifs d'Espagne et les Espagnols, kiff-kiff, ils sont indistinguables à cette époque-là. Donc il faut trouver un moyen qui, en plus, vu même s'ils étaient avancés en médecine et en biologie, etc., ils n'étaient pas aussi avancés que de pouvoir dire c'est pas une histoire de sang, ça n'a rien à voir, en disant le sang est impur, en ayant l'imprimature, si j'ose dire, de l'Église, ou plutôt qui dit pas grand-chose, ça permet d'un seul coup d'exclure, de mettre au pas toute une partie de la population qui est gênante parce qu'elle est agressive d'un point de vue politique. Alors, ce coup de génie, il marche formidablement bien parce que vis-à-vis du peuple et des masses, il fait que renforcer les accusations que les Juifs sont responsables de la mort du Christ, que les Juifs sont des sorciers, que les Juifs sont à part, ont des activités souterraines, etc., etc. Donc, justifie le fait qu'il y ait des pogroms et différentes attaques contre eux. Vis-à-vis de la nouvelle garde, et ça montre bien que seule la vieille garde est légitime, et donc tous ces efforts pour arriver au pouvoir sont nuls et non avenus. Et vis-à-vis de l'Église, qui à cette époque-là est, du coup, avec cette idée, elle est complètement neutralisée, parce que finalement, sa fonction première, c'est d'accueillir les convertis, c'est d'accueillir les nouveaux venus dans son sein, c'est d'accueillir ceux qui ont accepté le baptême. Et donc là, et au départ, l'Église était opposée au tribunal de l'Inquisition, et donc si elle n'a rien à dire, elle reste plutôt muette à cette époque-là. Par la suite, les papes vont changer d'avis, mais ça permet de la botter en touche. Et donc, la vieille garde a ainsi créé une nouvelle catégorie, en guillemets raciale, complètement artificielle, puisqu'elle n'existe pas. Et puis, c'est de dire que les Juifs d'Espagne, les Juifs ibériques, sont différents et qu'ils ont, par la force du mariage et de la conversion, etc., ils ont contaminé la nouvelle garde, qui est elle aussi impure. Et donc, c'est une manière de créer une catégorie pour déterminer qui est juif dans la société, c'est-à-dire à peu près tout ce qui n'est pas de la vieille garde à l'époque espagnole, puisque en l'espace de 2 ou 3 générations, il y a eu énormément de mariages mixtes et de convertis qui sont entrés dans les familles catholiques établies, et ça permet de concentrer les attaques sur la nouvelle garde. Donc, vous voyez bien que la persécution des Juifs a une base politique, et que, comme je le disais au début, les Juifs ont été les pions d'une querelle de pouvoir entre les deux groupes sociaux les plus élevés dans la société espagnole de l'époque. Et c'est dans le courant du XVe siècle que l'étau va se resserrer.
il va se resserrer avec la mise en place d'un climat de suspicion, de délation, de confession forcée. On a certains recueils où on a retrouvé des confessions forcées, où on a forcé des juifs ou des judaïsants, comme on les appelait, soit à écrire leur propre confession dans un cachot, soit à leur faire signer des confessions qui avaient été inventées de toutes pièces. On commence à voir la production de certificats de baptême. Ça aussi, ça nous amène il n'y a pas très longtemps, où il fallait aussi sortir des certificats d'arianité et autres. Et donc, vous voyez que c'est là la base avant même qu'on parle de persécution, et je vais y venir dans un petit instant, il y a d'abord un climat lourd, un climat de peur, un climat de suspicion généralisée et de rumeurs. Et ça, en relisant des choses à ce sujet, ça m'a fait penser finalement à nouveau à la modernité de cette réflexion espagnole, de cette technique espagnole. Ça m'a fait penser au panopticon de Foucault. Ça m'a fait penser à cette idée qu'on n'a même plus besoin de gardiens, puisque on a tellement peur de son voisin qui pourrait penser ou quoi, on s'auto-censure soi-même. Ou alors on va dédoubler de pratiques, de rituels, de signes visibles et extérieurs pour montrer que non, faut pas croire. Vous croyez que peut-être je suis juif ou j'ai été converti ou mes grands-parents, etc. Pas du tout. Regardez. Et alors l'exemple pour ça, c'est ce que vous avez visité hier, la synagogue de Tolède, enfin celle que vous avez visitée, qui est devenue le musée séfarade. Je ne vais pas répéter ce qu'on vous a sans doute dit, mais la petite chapelle qui est à l'intérieur de la grande salle de la synagogue, avec une reproduction de l'Ascension de la Vierge, elle a été financée, à la fois la chapelle et la peinture ont été commandées et financées par des convertis. Et on pense que, surtout dans le cadre de la chapelle elle-même, puisque c'était une chapelle privée, il s'agissait pour le commanditaire de bien montrer qu'il était pieux, qu'il était très attaché à ce lieu, qu'il avait besoin d'une chapelle privée pour y prier 2 fois par jour. Je crois que c'était parmi les conditions d'autorisation, c'était qu'il y prie 2 fois par jour, et qu'ensuite il puisse être enterré là. Ça, je crois que ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, comment on redouble d'efforts et comment des lieux comme cette synagogue à Tolède est transformée en église, mais devient une église de conversos, si vous voulez. Donc elle est transito, qui veut dire l'ascension. Donc, je disais à Dominique, j'ai le texte d'une collègue des États-Unis qui a écrit, c'est l'un des chapitres de son livre sur ce synagogue, église, musée. Et elle dit, en 2 mots, elle dit, cette synagogue, c'est finalement le symbole du converso. Parce qu'il y a les racines juives, il y a eu un ordre à vouloir faire effacer tout ce qui était écrit en hébreu sur les murs. L'ordre n'a jamais été mis à exécution, donc l'hébreu est resté, il n'a pas été retrouvé par la suite, on n'a jamais peint par-dessus. Et puis en même temps, les fidèles qui se sont réunis quand cette synagogue s'est transformée en église étaient tous des juifs convertis, et leurs descendants. Donc, vous voyez, il y a cette figure du converso, c'est pas d'un point de vue espagnol, c'est mixte et c'est hybride, mais d'un point de vue juif, c'est aussi des juifs qui sont entre deux, ou qui, même s'ils ont fait le pas de la conversion, se retrouvent quand même entre convertis. Il y a une certaine il y a une ambiguïté, une ambivalence, à la fois quand on observe le converso à la fois du côté catholique et à la fois du côté juif. Et c'est vraiment intéressant. Et donc cette idée donc on commence alors là, nous, pour revenir à mes petites affaires, donc l'étau se resserre, comme je l'ai dit, il y a ce climat qui est instauré. C'est surtout un climat, mais un climat vraiment lourd, puisqu'on se met à avoir des suspicions sur son voisin, on commence à faire courir des rumeurs sur un tel, qu'en fait son grand-père, sa grand-mère, ou on l'a surpris en train de faire ceci, on a entendu dire que cela, et pourquoi est-ce que tout d'un coup il ne mange pas aujourd'hui, il est un peu pâle, c'est bizarre. Est-ce
qu'ils ne seraient pas en train d'observer un de ces jeunes juifs qui ont lieu à différents moments de l'année. Et donc, c'est des petites choses, mais qui sont assez fortes et suffisantes pour éveiller toutes sortes de soupçons et créer une atmosphère assez détestable. Dans ce cadre-là, dans ce climat, les conversions vont augmenter. Dans une idée que, dans ces cas-là, il vaut mieux être clairement un converti et justement essayer de déployer toutes sortes de signes extérieurs de catholicisme, peu importe si les nouveaux convertis ont gardé des attaches avec le judaïsme ou pas, plutôt que d'être connotés comme juifs, où là, il n'y a aucune issue possible. Et c'est là qu'on voit aussi le début des départs vers où ? Vers le Portugal à cette époque-là. Donc on est au XVe siècle, on n'est pas encore en 1492, mais il commence à y avoir des départs de juifs qui se disent on va aller à l'endroit le plus proche culturellement, linguistiquement, géographiquement, c'est le Portugal. Et sans savoir qu'évidemment en 97 ils vont être rejoints par l'Inquisition là-bas, mais on assiste à des départs à ce moment-là. Et donc la plupart des juifs qui se convertissent au XVe siècle, là, abandonnent le judaïsme assez clairement. Il y a une très petite minorité qui va continuer à pratiquer certains rites en secret. Et là, je vous renvoie au très beau film de Frédéric Brenner, Les Derniers Maranes, qui date de 88, donc c'est vieux. On les voit plus, les Derniers Maranes, aujourd'hui, si on va au Portugal, mais parce qu'ils ont été modernisés, judaïsés, cachérisés, etc. Mais ils décrivent certains tours de passe-passe pour garder certains rites juifs, par exemple célébrer la Pâque juive en la décalant d'un mois. Ce qui est c'est pas au hasard qu'ils ont décidé de décaler d'un mois il y a une raison biblique et talmudique à cela. Alors voilà, pour éviter de se faire prendre la main dans le sac de farine pour préparer ces matzot, ces pains azim, les juifs de ces derniers petits villages au Portugal, par exemple, s'enfermaient dans un grenier pendant une journée pour fabriquer leurs galettes. Et voilà. Il y a eu d'autres exemples de bougies de Shabbat allumées le vendredi soir, mais immédiatement mises dans un placard. Alors que normalement les bougies on devrait les mettre à la fenêtre et que leur lumière rayonne au-delà. Et donc, mais petit à petit tout ça se perd et se dilue, ou alors on fait des rituels mais on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a un autre exemple, ce qui est frappant quand on regarde quels rites ou quelles idées sont restées parmi les nouveaux chrétiens d'origine juive en Espagne et au Portugal, c'est par exemple qu'il y a eu 2 personnes clés des textes juifs qui sont devenus, qui ont en quelque sorte pris la place de Dieu, c'est Moïse et Esther. Moïse, il y a à côté le chef, est lui-même né en terre étrangère, il a fallu cacher son identité juive au début quand il est né, et puis Esther, évidemment, c'est la marane par excellence, c'est un mariage mixte en plus, et puis après elle sauve son peuple. On va pas vous raconter l'histoire de Pourim aujourd'hui, mais et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelle, on l'entend être appelée Santa Esther, donc c'est comme la synagogue en el transito. Il y a cette hybridisation, ce mélange. C'est Esther qui est une héroïne juive, mais en même temps, elle a une histoire compliquée. Et puis, elle est adorée comme une sainte, selon les termes traditionnels catholiques. Mais bon, ça c'est vraiment une minorité. Il y a un côté anecdotique, un côté romantique. Je vous renvoie au film de Brenner pour avoir un exemple en images et contemporain. Alors, je reviens, donc la plupart des nouveaux chrétiens abandonnent le judaïsme, tournent la page pour vraiment sauver leur peau et être complètement intégrés à la société espagnole de l'époque. Et c'est là qu'évidemment, pour la vieille garde, c'est très embêtant. Parce que là, ça prend des dimensions qu'ils n'ont pas pu contrôler et qui les menacent dans leur propre statut privilégié, dans leur propre prospérité. Et c'est là qu'ils vont nourrir un deuxième mythe, c'est celui du converti qui continue à judaïser en secret.
en nourrissant toutes ces idées justement de secrets, de complots, il se passe des choses en souterrain, il continue à utiliser la langue, l'hébreu que personne d'autre ne comprend, tout ça se passe la nuit ou des choses comme ça. Et donc il y a cette idée que non seulement un converti finalement, ça vaut pas mieux qu'un juif qui n'est pas converti, mais qu'en plus, parmi les convertis, clairement, ils sont des loyaux. On ne peut pas leur faire confiance. Hein. Il y a non seulement une question de sang, mais il y a aussi une question de pratique, de persistance à vouloir judaïser en secret. Hein, ça a été le terme utilisé, judaïser en secret. Et donc là, je vous renvoie à l'excellent livre de René Girard, Le bouc émissaire, qui d'ailleurs se réfère beaucoup à l'époque médiévale en Espagne, aussi pour parler des jésuites et des francs-maçons qui ont souvent été, avec les juifs, accusés d'être, utilisés comme bouc émissaire et accusés de toutes sortes de pratiques secrètes. Et donc, que dit Girard en 2 mots, c'est de dire que la notion de complot, elle est extrêmement efficace. Et efficace pour monter des gens les uns contre les autres, mais aussi efficace parce qu'elle est terriblement difficile à mettre en pièces, à détruire. Si vous y pensez, dès que nommer un complot, c'est le faire exister. Hein. Vous dites il y a complot sur n'importe quel sujet, l'élection de tel attentat là-bas, etc., etc. Il y a complot. Et on ne vous demande pas d'explication, il y a complot. Et donc il y a une simplicité désarmante. C'est très compliqué à démonter, parce que si je dois commencer à vous expliquer pourquoi ce n'est pas un complot s'il y a eu les attentats du 11 septembre, je vais y passer la matinée au moins, et vous avez le temps de tous de partir boire un café en disant non mais c'est pas la peine. Donc très difficile à démonter, en tout cas à démonter de manière concise, simple, efficace. Le complot ne nécessite pas de preuves visibles. Hein, il suffit de dire, encore une fois, parce que si vous commencez à donner des preuves, quelque part, il n'y en a plus, ou ça veut dire que vous en êtes, que vous avez participé à ça. Et c'est la dernière chose, le dernier élément qui est important dans cette notion de complot, c'est que finalement, ça divise le monde entre ceux qui savent, petite minorité en général, qui vit dans un monde obscur, parallèle, souterrain, et tous les autres, vous, moi, ceux qui ne savent pas, qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont les victimes. Et qui vont pâtir de ce complot, qui vont être manipulés par ce complot. Et donc, c'est là aussi on se trouve dans cette situation, dans ce climat, où on ajoute encore à la notion de sang impur et de groupe qui n'est pas à sa place et qui doit être écarté, puis par la suite éliminé. On ajoute à cela le fait que même ceux qui sont convertis, en fait, ils continuent leur pratique en secret. Alors, au XVe siècle, quelques éléments simplement pour vous dire comment on va petit à petit continuer à utiliser des éléments théologiques et religieux pour vraiment mettre au pas les nouveaux chrétiens et qu'on accuse de judaïser en secret. Et par effet boule de neige, comme les nouveaux chrétiens sont partout au sein de la nouvelle garde, il faut se débarrasser de tout le monde. C'est la multiplication des débats théologiques, disputatio en latin, où il y en a une très célèbre à Barcelone, il y en a une autre à Tortosa, où l'idée c'est, vous prenez un théologien catholique et un théologien juif, et vous leur faites débattre de la nature du Messie, des sujets simples et légers. Et puis, évidemment, les dés sont jetés d'avance, puisque forcément que le théologien catholique va gagner, va l'emporter, le jury étant biaisé et étant composé d'autres théologiens catholiques qui, par l'exercice, montreront bien que la pauvreté de la pensée juive, le manque de moyens intellectuels à disposition, et qu'à la fin du compte, c'est bien clair que c'est le théologien catholique qui l'a emporté, avec toutes sortes d'humiliations qui ont tout ça. Donc malheureusement, il y a des rabbins, ils n'ont pas le choix que de se présenter quand c'est comme une invitation à un duel. Vous ne pouvez pas dire non, j'en vois un autre. Et donc, c'était couru d'avance qu'il y avait cette série d'humiliations, même si, dans beaucoup de cas, on a des textes de ces débats théologiques, et on voit bien la finesse et la difficulté du débat. En même temps, on voit aussi combien les dés étaient pipés.
Donc voilà un des exemples. En 1412, là je reviens sur un terrain plus juridique, il y a les lois de Valladolid. Valladolid, c'est une ville dans laquelle on a commencé à promulguer des interdictions aux Juifs, et ça va aller comme ça de plus en plus dans les différentes provinces espagnoles. En 1449, par exemple, il y a un édit qui exige que les conversos soient démis de leurs fonctions publiques. Donc tous ceux qui ont un poste de fonctionnaire doivent être démis de leurs fonctions. Ça se passe, c'est tous les conversos d'après 1391. Hein. Donc là aussi, ils commencent à faire des distinctions. Ceux qui sont très anciens, finalement, on va les laisser tranquilles. On va s'attaquer aux plus récents. C'est ce qui s'est appelé la Sentencia Estatuto à Tolède. Et puis, en 1483, il y a la première expulsion des Juifs d'Andalousie, suivie en 1492 de l'édit d'expulsion des Juifs de Castille. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est vrai que cet édit d'expulsion de 92 est très traumatique, et ça je vais en parler dans la deuxième communication tout à l'heure, mais on voit à cette époque, dans la deuxième moitié du XVe siècle, il y a un nombre considérable d'édits, de décrets, de sermons demandant à ce que les Juifs s'en aillent ou soient éliminés ou soient mis au bûcher, toutes sortes de discours, et encore dans ce climat de rumeurs, de dénonciation, de délation, de confession forcée. Donc on a des éléments assez clairs au niveau du discours. Et c'est là que c'est important de signaler que c'est au niveau du discours. Mais quand on se met à regarder, à observer dans quelle mesure ces décrets et ces édits ont été vraiment mis en application et appliqués sur des cas concrets, eh bien on se rend compte qu'il y en a très très peu. Il y a très peu de cas de juifs ou de nouveaux chrétiens ou de soupçonnés de judaïsés en secret qui ont vraiment fini sur un bûcher ou qui ont vraiment fini dans un cachot ou qui ont vraiment été torturés, etc., etc., etc. Et alors, il y a l'un de mes maîtres, Martin Cohen, à New York, a fait une liste des 36 raisons pour lesquelles ils n'allaient pas pouvoir mettre en pratique l'Inquisition. Je vais vous faire grâce des 36, mais je vais vous en donner 2 ou 3. Donc, il y a eu quelques condamnations pour l'exemple. Alors là, c'est toujours comme dans n'importe quel autre pays qu'on connaisse aujourd'hui, c'est pour l'exemple, donc c'est très visible. Là, ça va être une excommunication publique, ça va être un autodafé public, ça va être des discours publics, etc. Mais si on pense au nombre de décrets, au nombre de personnes potentiellement qui pouvaient être touchées et visées par ces décrets et ces édits, c'est très très petit. Et la raison principale, c'est que si vous commencez à vous attaquer à chaque personne qui est soupçonnée d'avoir eu, on n'est même plus dans le cas des nazis, un grand-père, hein, ça peut être un parent, ça peut être un arrière-grand-père, ça peut être une arrière-grand-mère, ou bien même qui est soupçonné de continuer à fabriquer ses pains enzymes dans son grenier, ou à allumer des bougies dans un placard, ou Dieu sait quoi. Ça voudrait dire en fait que quasiment toute la population espagnole de l'époque, en tout cas de la Nouvelle Garde, pas seulement la Nouvelle Garde, je vais y venir dans un instant, pourrait être soupçonnée de judaïser en secret ou d'avoir des origines impures parce que de convertis et de mariage mixte. Exemple, Sainte Thérèse d'Avila, 4 grands-parents juifs. Ferdinand de Castille, le roi, El Rey, 2 grands-parents juifs. Et ça, c'est pour les Torquemada, des ancêtres juifs, le grand inquisiteur. Et ça, c'est pour vous donner des noms très très connus, très importants. Mais imaginez après tout le peuple, les gens simples, les classes moyennes, pas des noms sophistiqués, pas des fonctions importantes, pas des fonctions visibles, comme une théologienne ou un roi ou des gens importants dans l'Église ou le Paul de Burgos d'avant. C'est une des raisons pour lesquelles on voit que tout ce stratagème, cette idée géniale et diaboliquement géniale avait des visées politiques pour se débarrasser d'une certaine partie de la population et pas de véritables fondements religieux, et puis qu'elle était absolument inapplicable s'il fallait vraiment commencer à se débarrasser. Après, les nazis, eux, ont décidé de l'appliquer complètement de manière extrêmement littérale, leur idée qui était inspirée très nettement de l'Inquisition. Donc cette notion de sang pur et cette notion de judaïser en secret, c'était impossible à mettre en application. Sinon, c'était
90% de la population, je sais pas, je dis 90, non, il ne faut pas me citer, mais une grande partie de la population qui risquait de finir au cachot ou sur un bûcher ou jeté dehors ou humilié, la rouelle, que sais-je, etc. Y compris des personnages très très importants du monde politique, du monde des affaires et même du monde de la religion. Et donc, finalement, ils maintiennent, c'est aussi efficace de maintenir ce climat de peur, ce climat de délation, ce climat de suspicion, plutôt que de vouloir essayer d'écarter, de juger, avec les lenteurs du tribunal de l'Inquisition, avec la nécessité de fournir des preuves, même s'il y en a beaucoup qui sont bidons, etc. Et surtout, il y aurait un très gros risque de déstabiliser le pays si on se mettait vraiment à traîner tout un chacun au tribunal avec simplement la suspicion de judaïser en secret. C'est quand même un peu mince, mais ça pourrait vraiment dépasser les bornes et les possibilités de ce pays. Et donc, finalement, l'édit d'expulsion, le 31 mars, qui laisse quelques mois aux Juifs pour faire leur valise, va être une manière de stabiliser le pays. Parce que, du coup, en demandant aux Juifs de partir, ceux de l'intérieur vont se sentir, ceux qui sont convertis vont se noyer dans la masse. La nouvelle garde va être complètement décimée. Et puis, la situation politique va être beaucoup plus stable, puisqu'il y aura moins de ces tensions sociales et politiques qui tournent finalement autour de la population juive qui est en Espagne. Alors, vous allez sans doute me demander des chiffres. Les chiffres que j'ai trouvés parlent d'environ 120 000 juifs qui seraient partis d'Espagne en 1492. Donc là, je parle de juifs. Par la suite, il va y avoir des nouveaux chrétiens ex-juifs qui vont partir un peu plus tard. Ça, j'y reviendrai dans la deuxième conférence. Mais donc, c'est beaucoup de monde pour l'époque, même pour aujourd'hui. Et alors, si on tire un bilan de tout ça, c'est que, comme je reviens au début, quand je disais finalement 1492, c'est une année de gloire pour l'Espagne, c'est une année de confortation, c'est une année où elle conforte son assise et sa puissance et sa visibilité et sa place au sein des grandes puissances européennes. Et donc, elle brise l'élan de la nouvelle garde, qui, avec ces juifs convertis qui n'osent plus vraiment relever la tête, et les juifs tout court qui s'en vont, a perdu complètement son souffle. Elle va relever la tête au siècle suivant, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, l'Espagne, de manière extrêmement intelligente, va utiliser tout le savoir et toute l'innovation et tout l'esprit d'entreprise et l'esprit d'initiative que les Juifs avaient développé en Espagne avant de partir, et donc va pouvoir comme ça se développer au sein de l'Europe, en utilisant finalement tout cet héritage laissé par les Juifs qu'ils avaient pu développer notamment avant la reconquête par les rois catholiques. Donc il y a une perte de cerveau, comme on dirait aujourd'hui, une fuite de cerveau, une perte financière sans doute, mais à la fin du compte, ce projet a servi à la vieille garde pour garder son pouvoir qui était menacé, a servi à stabiliser le pays et a servi finalement tout en gardant les bénéfices qu'avait apporté la communauté juive tant qu'elle était sur place. Et puis on va le voir tout à l'heure, comment finalement les Juifs s'en vont. C'est un grand jour de deuil pour eux. Dans les dates hébraïques, ça correspond, le jour du départ correspond à la date de la destruction du temple de Jérusalem. Donc on a une superposition de dates de deuil et de jeûne et de tristesse. Et puis assez clairement, ils ne l'ont pas vu venir. Et ils pensaient vraiment que l'exil était temporaire. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est un gros choc, mais finalement, l'Espagne va en tirer profit, en tout cas
à l'époque. Et puis, les Juifs, comme on le verra, qui partent ailleurs, vont réussir à rebondir et à utiliser l'expérience acquise en Espagne pour se réinventer ailleurs et faire prospérer les terres d'accueil, les terres qui les accueilleront par la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette intervention extrêmement claire et documentée. J'ai entendu parler du décret de Limpieza de Sangré. Est-ce que c'est lié à cette politique? Je ne connais pas sa date. Hein. Donc, est-ce que c'est lié directement à cette politique que vous avez ici définie ou c'est plus tardif? Comment est-ce qu'on a... Non, c'est exactement ça. En fait, vous savez, quand on est tellement dans une chose, on oublie de mentionner les choses essentielles. J'ai oublié de mentionner limpieza de sangre. Donc, la limpieza de sangre, c'est la pureté du sang. Et c'est exactement cette notion qui a été développée par la vieille garde en disant tous ces convertis, ces nouveaux chrétiens qui se sont ensuite mélangés à la nouvelle garde, ils ont du même coup contaminé le sang de la nouvelle garde. Donc toute la nouvelle garde, et le baptême n'y fait rien. C'est vraiment cette notion-là que le sang est impur et que le baptême n'a pas de vertu purificatrice. Je ne suis pas sûre que ce soit un décret. C'était Abraham, non? C'était un... Les statuts de pureté de limpieza de sangre, de pureté de sang, ont été édictés à intervalles réguliers tout au long du XVIe, XVIIe. Et puis dans différentes régions, provinces, oui. Donc c'est surtout un concept. On allait chercher jusqu'à la énième génération, oui. Parfois plus souple. Voilà. Mais c'est une idéologie. C'est surtout une idéologie, un concept, exactement. Et il semble, je crois que c'est dans Nathan Bechtel que j'ai dû lire ça, où il pointe, c'est assez lumineux, un paradoxe absolu. Il dit voilà, l'Inquisition, évidemment, ne pouvait s'en prendre qu'à des nouveaux chrétiens, des gens qui s'étaient convertis. Elle ne s'attaquait pas aux Juifs. Les Juifs étaient dans l'erreur, il fallait les convertir un jour. Enfin, on ne s'en prenait pas à eux, on s'en prenait aux convertis parce que s'ils avaient judaïsé, alors ils étaient tombés dans la fin. C'était là, c'est pas grave, etc. Et donc, il pointe ce paradoxe, il dit mais l'expulsion devenait inévitable parce qu'on se trouvait dans une situation où on laissait les Juifs en paix. Enfin, tout est relatif, mais je veux dire, ils pouvaient pratiquer leur religion comme ils l'entendaient. Alors qu'un malheureux qui était vaguement soupçonné d'avoir en effet allumé une bougie ou je ne sais quoi, ou enlevé le nerf sciatique de la bête avant la manger, des choses minimes, pouvait être conduit au livre sur le bûcher, et que ça c'était impossible, d'autant que, disait toujours ce texte de Nathan Bechtel, on était dans une situation où la source du problème était toujours là, et où les judaïsants, les crypto-juifs, etc., pouvaient s'alimenter à la source. Il y avait des juifs qui avaient des livres, qui avaient le savoir, qui connaissaient les rites et qui pouvaient leur enseigner. Évidemment, avec le monde des 5 siècles après l'expulsion, il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus que quelques rites qui se transmettent, on ne peut plus boire à la source. Mais tant que les juifs sont présents en Espagne, le risque est toujours présent pour qu'ils puissent contaminer, entre guillemets, les nouveaux chrétiens, même noyaux. Je viens de me demander s'il y a tellement de jamón ibérico, c'est peut-être un signe extérieur de non-judaïsme. Vous avez une question? Non? Ouais. Ils ont poussé plus loin ce que les Espagnols avaient, disons, conçu. Hélène veut rebondir, oui. Oui. Une volonté d'intégration extrêmement puissante, que les fils vont contester. Intégration dont le ministre Ratnaud des Affaires étrangères, et qui sera assassiné, est une illustration. Mais je me demandais, en vous écoutant, vous disiez c'était impossible de faire le ménage complet parce que c'était tout le monde. Les nazis ont pu le faire d'une façon extrêmement quantifiée. Ma question c'est, est-ce que ça veut dire qu'en Allemagne,
voulez répondre? Non, non, mais je dois réfléchir, parce que c'est une très bonne question, mais je dois prendre un instant pour faire des liens, non, mais allez-y, madame. Moi, je crois qu'il y a une question de contexte, d'époque très différent. C'est vrai que la situation des Juifs allemands au début du XXe siècle, on est dans une époque moderne, on est dans une époque d'intégration. Les Juifs sont des citoyens allemands, ils servent dans l'armée, ils vont servir dans la Première Guerre mondiale, etc., etc., etc. Alors qu'en Espagne, on est quand même dans une communauté qui a un statut autonome, mais qui est quand même un statut séparé et qui le reste. Ça, de fait de l'époque médiévale, essentiellement. Après, pourquoi est-ce que les Allemands ont été plus efficaces que les Espagnols? Ça, après, on est dans des considérations culturelles, l'efficacité. Mais il y a eu... Est-ce qu'il y a eu autant de mariages mixtes, par exemple, des choses comme ça? Est-ce qu'on peut évaluer ça? C'est un peu, je ne sais pas si on peut parler de mariage mixte dans le cas en Espagne, c'était d'abord une conversion et ensuite il y avait un mariage qui n'était plus mixte du coup, puisque c'était un nouveau chrétien qui épousait un vieux chrétien. C'est plus la question d'un juif qui épouse un non-juif. On est dans une autre situation. Donc, il y avait aussi la question qu'à l'époque en Espagne, à l'époque médiévale, les mariages sont enregistrés dans les communautés religieuses. Il n'y a pas de mariage civil. Donc, on n'est pas comme en Allemagne où on va à la mairie et on se marie, et puis peu importe si c'est deux juifs, deux chrétiens, de rien du tout, l'un de chaque. Absolument, absolument. Absolument. Oui, mais alors si c'est deux grands-parents, il faut voir s'ils vivent avec quelqu'un qui est d'origine juive, auquel cas il est Oui, juif. oui, oui. C'est un Oui, calcul oui. qui montre bien que les situations étaient complexes. Mais il n'y avait pas de... l'idée en Espagne, c'était un tribunal de l'Inquisition. Donc un tribunal signifie une procédure, c'est compliqué, c'est lourd, il y a des preuves, il y a des avocats, même si tout ça est un peu bidon. Alors que dans le cas des nazis, il y a une loi, un grand-parent juif, au revoir. Hein, donc c'est beaucoup plus simple de mettre en application les choses. Et puis je crois que fondamentalement, il y avait le projet nazi était d'éliminer les juifs. Le projet, enfin moi ma perspective sur l'Inquisition, c'est qu'il y a un projet politique dont les Juifs sont l'instrument, mais qui n'était pas dirigé contre eux. Mais l'analogie tient. Absolument. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, quasiment, qu'un juif est persécuté non pas en fonction de ses croyances religieuses ou autres, puisqu'il s'est converti forcément, mais en fonction de ce qu'il est. Absolument. Et c'est clairement poussé à son but dans son expression la plus extrême avec les nazis. Mais le cadre a été fixé par l'Inquisition espagnole, absolument. Oui. Alors la deuxième question, j'y réponds en 1 heure à peu près après la pause. Et c'est compliqué, c'est très intéressant. Christophe Colomb, écoutez, j'ai regardé un petit peu, je crois qu'à ce jour, il y a encore débat sur est-ce qu'il avait des origines maranes ou pas. Il y a eu beaucoup de nouveaux chrétiens qui ont quitté l'Espagne pour l'Italie, pour différentes provinces italiennes.
moi, c'est pas une question qui m'intéresse particulièrement. Je crois que le fait qu'il découvre l'Amérique en 1492, comme je l'ai dit, contribue à instaurer un climat de satisfaction, de gloire, de puissance en Espagne. Mais finalement, les Espagnols étaient très contents de pouvoir mettre leur drapeau sur des terres nouvelles et de conquérir et de s'enrichir. Si le type avait un grand-père juif, c'est comme Thérèse d'Avila, on n'allait pas chipoter là-dessus. Hein. Si vous comprenez un peu plus sûr, c'est qu'à bord des trois caravelles ligne à la ville de Santa Maria, il y a un nombre déraisonnable de juifs qui fuient évidemment, puisque évidemment le décret d'expulsion était Bien sûr. déjà en vigueur. Il n'est pas entré en vigueur en 3-4 mois, mais ils s'enfuient en sang. Très très loin d'en être de nombreux vieux marines entre l'Inquisition et nous. Voilà, et l'heure prochaine, je reviendrai sur l'établissement de juifs dans le Nouveau Monde. Donc ça fait partie de... Pinson? Ah, c'est possible. Je me suis acheté avant-hier, j'étais à Tolède, moi aussi, et je me suis acheté un livre sur les noms de famille juifs séfarades. C'est possible. Moi, je connais des Pinchon qui sont séfarades. Moi, j'avais la prudence, parce mais... qu'on sont très vite en Asie, chasseurs de juifs. Ce point de vue-là, ou alors Abraham, il est des nôtres. Tony, tu avais une question, je crois.
provoqué du côté de la Poderia des émeutes et toutes sortes de choses suivantes. Mais la seule chose que je voulais dire, c'était que la disputation de Tortosa, dans laquelle le pape Luna convoque les rabbins, et après la mise en scène importante, dans laquelle les rabbins des communautés viennent et disent oui, je reconnais que le Messie est arrivé, et donc on considère qu'à partir du moment où lui il accepte de se convertir, il entraîne ses ouailles, ce qui s'est passé assez souvent. Mais il y en a qui ont dit non. En particulier deux anciens élèves de la deux disciples, dont quelqu'un qui est connu dans la tradition juive, Joseph Albo, il a écrit un livre important, il dit non. Lui, il était le chef de la communauté de Dénia. Et il y avait un autre. Pour ne parler que de Joseph Albo, parce qu'il est connu dans le panthéon des penseurs juifs médiévaux, il va dire non, et dans le récit, rapporté côté juif, bien entendu, il a cette phrase très belle qui m'a beaucoup ému, moi. Il dit, mais combien même, vous me prouveriez que le Messie est arrivé, croyez-vous que ça m'empêchera de rester juif? Alors, comme je vous ai parlé de ce qu'on a dit sur la supposée conversion de Maïmonide au XIIe siècle, les choses sont égaux, mais elles ne se ressemblent pas du tout, de toute manière. Et je veux dire ceci, il n'est rien arrivé à Albo. On lui a rien fait. Il est resté juif, il a continué à être à la tête de la communauté de Dénia. De toute manière, la Catalogne et l'Aragon ont été saignés de leur juifs, ça va de soi. Les bateaux sont partis, plein de ceux qui ont accepté, de ceux qui n'ont pas accepté. Riel Alissane, ce collègue qui est comme moi à la retraite, qui n'est pas juif, et qui a travaillé, je vous dis de manière, parce que la bureaucratie de la couronne d'Aragon était telle qu'on trouve des milliers et des milliers de documents, il en connaissait une bonne partie, à considérer, et il me dit, j'ai été très 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 mal vu, qu'un très grand rabbin, celui qui était le rabbin de Saragosse avant Hazaï Cresca, c'est Rabbi Yitzhak Ben Shechet, aurait été converti de force, ou accepté de se convertir, mais il a réussi, lorsqu'il est parti, il a quitté en Algérie, il est revenu au judaïsme. Il me disait comment l'année qu'il avait passée à Jérusalem, là, 25 années, et où il avait dit, voilà ce que je retrouve dans tous les documents, il semble bien, ce qu'on appelle le ribache, avec Israël Ben a accepté de se convertir. Alors, force de conneries, c'est ce dont on a décidé sur Maïmonide, il a été très mal accueilli en disant ces choses-là. Mais les choses-là commencent à être écoutées. Et ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, la dispute de Tortosa, qui signe un siècle avant, vous avez tout à fait raison de le dire, ce que j'appelle le début de la fin. Il y a même une bulle qui est adoptée, qui ne sera pas vraiment appliquée, mais une bulle qui est adoptée et qui servira, si j'ose dire, de document de départ lorsqu'Isabelle la catholique et Ferdinand
peur qu'ils avaient de ce qui se passait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Tel enfant, on le prenait, on l'arrachait à ses parents. Et effectivement, certaines communautés juives ont très bien accueilli les Arabes en 7 siècles plus tard. C'est ça, 700. Oui, 700. On leur en fait grief d'avoir acquis. C'est en toute lettre dans le texte. Voilà, c'est toutes les remarques que je me fais. Je vous remercie d'avoir permis de faire ce grand tableau. Mais j'ai des réserves sur les. Voilà, les va-et-vient, c'est beaucoup trop. Télescope aussi, mais aussi un peu de microscope. En 45 minutes. Mais j'accepte avec plaisir et reconnaissance vos remarques. Rapidement, merci, c'était vraiment super. Je voulais juste faire un commentaire que peut-être après on peut en parler. J'ai fait beaucoup de travail avec les marins, les cryptos juifs de Bermondsey et du Nord, et j'ai des remarques à faire à propos du film que j'ai fait hier d'ailleurs après ma présentation, donc je ne vais pas faire ici, mais peut-être après on peut en parler. Oui, oui, avec plaisir. Moi, je voulais juste revenir sur le parallèle qui a été déjà établi entre l'histoire donc médiévale et puis l'histoire contemporaine avec l'Allemagne nazie. Moi, je voulais faire un peu la même chose, mais cette fois avec l'Espagne franquiste. Et pour dire que finalement, beaucoup de choses qui se jouent, notamment sur le plan politique, comme tu l'as très bien montré, finalement, c'est l'instrumentalisation des Juifs dans une rivalité politique entre catholiques. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant quand on regarde par la suite ce qui s'est passé à l'époque franquiste, c'est que d'une certaine façon, cette fois, ce sont les communistes, los rojos, qui vont être instrumentalisés par les franquistes durant la guerre civile. Il y a une sorte de parallélisme qui est quand même assez troublante. Avec cette permanence donc en Espagne de la volonté de purification alors ethnique on dirait aujourd'hui du sang à l'époque, et ça c'est assez troublant et assez fascinant quand même quand on y pense. Pourquoi cette permanence? Que tu as une idée sur et pourquoi l'Espagne? Pourquoi que l'Espagne finalement? Je ne suis pas assez spécialiste de l'Espagne contemporaine, même si j'ai lu le livre de Paul Preston qui vient d'être traduit en français sur la guerre d'Espagne. Je ne sais pas s'il y a des gens plus compétents que moi dans cette salle, mais c'est sûr qu'il y a des... ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais une lecture récente, et j'étais à Rivesaltes il y a 15 jours pour 2 journées d'études, et donc j'ai entendu des collègues évoquer certains aspects, ce qui est... on retrouve certains, comme tu le dis, des éléments de cette notion de purification, de purge, etc. On retrouve aussi beaucoup d'éléments de théorie de complot, on retrouve aussi beaucoup d'éléments antisémites, et ça, pas nécessairement immédiatement inspiré des nazis qui sont des contemporains. Donc il y aurait sans doute un travail à faire, mais je ne me sens pas habilitée pour répondre davantage. Mais après, il y a toutes les questions, mais ça, vous allez en parler ces prochains jours de l'Espagne contemporaine et ses juifs, ou leur absence. Sylvie? Ferdinand. J'ai dit Castille, pardon. Alors, lapsus. Oui, oui, oui. Le Ferdinand, celui qui a signé le... Ça revient régulièrement. Alors, ça revient, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a des documents que les historiens ont... Ça aussi, mais je ne sais pas. Tu savais ça? Je sais que c'est une théorie. Je l'ai entendu. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais en tout cas, on aurait pu prendre d'autres exemples. Mais... Il y avait même un proverbe à un moment donné dans l'Espagne du XVIIe, XVIIe qui disait que plus on était haut dans la hiérarchie sociale chrétienne espagnole, plus on avait de chances de trouver un ancêtre juif. Et vraiment dans la très très haute société, mais vraiment la toison d'or, l'ordre de Calatrava, etc. C'est vraiment pour l'exemple. C'est une... Je ne sais pas si cet exemple-là est fondé, mais il y en a.
J'ai vu plus de... J'ai mentionné Torquemada, j'ai vu plus de doutes autour de Torquemada que autour de Ferdinand. Non, pour Torquemada, je suis d'accord, j'ai plus utilisé les noms pour la force de ce qu'ils représentent, comme le disait Abraham, comme... Non, ce qui est plus grave, c'est que, par exemple, il y a eu un débat fédéral dans les années 50 entre les grands historiens d'Espagne, par exemple Strasberg, ancien grand érudit en Allemagne, devenu en Israël, qui a été qui a dirigé les études historiques en Israël, qui était furieux contre certains historiens espagnols, par exemple deux antifranquistes, qui sont Albornoz et Américo Castro d'un côté, Américo Castro disant que, en tant qu'Espagnol, il considérait que l'expulsion des Juifs d'Espagne était un désastre pour l'Espagne, et Albornoz disant non, ça a été un moment qui a permis d'agrandir l'Espagne. Je laisse ça de côté. Mais du côté des Espagnols, certains travaux ont essayé de montrer que, puisque Torquemada était d'origine juive, d'origine, par où on peut remonter, je ne connais pas les dates exactes de Torquemada, on peut comprendre comment la mise au point des tribunaux d'inquisition a emprunté à la tradition talmudique de la justice. C'est explosif. C'est explosif, mais avant de regarder qui a allumé la mèche et pourquoi elle devait exploser, il faut entrer un petit peu dans le détail. C'est pas forcément exclu que des éléments de la culture juive, hébraïque, rabbinique, talmudique, de la justice se soient glissés dans des conceptions mises en œuvre par tel ou tel converso. Mais quand on parle de Torquemada, grand maître de l'Inquisition, pour dire il s'est appuyé sur la tradition talmudique elle-même, vous voyez bien que le rapprochement de ces deux affirmations, fondées ou pas, qu'on peut possiblement discuter ou pas, a une autre portée. Donc c'est là où je demande, comme je disais, à ce moment-là, le microscope. Avant le télescope. Mais bon, voilà, c'est en vrac. Moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant là, ce que vous avez présenté sur l'instrumentalisation politique de toute cette violence faite à la communauté juive. Alors, je ne suis pas du tout convaincu par les comparaisons historiques à des siècles et des siècles d'écart, si ce n'est à se replacer dans une histoire de l'antijudaïsme, si ce n'est après, sinon à étudier ça sous l'angle effectivement des typologies qui permettent l'instrumentalisation politique d'une communauté, de ceci, de cela. Les contextes sont différents nécessairement. Et alors, si on reprend, justement pour aller jusqu'au bout de votre comparaison, si on reprend ça, quelle serait l'instrumentalisation politique? Ça serait pour résoudre, parce que là c'est pour résoudre un conflit entre deux communautés chrétiennes, c'est ça, dans le cas de 92. Enfin, un conflit interne, pas deux communautés chrétiennes, de groupes sociaux. Voilà, une classe sociale coupée en deux. Donc on aurait ça dans les années 30 en Allemagne, Ah non, moi je me porte pas dans ces comparaisons-là. L'idée, non. C'est quelqu'un qui a posé la question, mais non, moi, là où j'ai parlé de lien ou d'écho, c'est dans la mise en place de cette notion d'impureté ou de pureté, d'impossibilité de corriger cette impureté, et comment, de mon point de vue, l'Allemagne a poussé au-delà de ce que les Espagnols avaient mis en place. Ça s'arrête là. Moi, je suis pas non plus... Comment on passe de la cathédrale de Strasbourg, où la synagogue et l'église sont deux belles jeunes filles, absolument adorables, toutes les deux. J'ai presque envie de dire que la synagogue est encore plus belle, parce que comme elle est triste, elle est déchue, elle regarde par terre, elle est vaincue. D'un point de vue romantique, ça me paraît quand même plus intéressant que l'église entière, fière, triomphante. Mais les deux sont très très bien. C'est deuxième moitié 13e, ça. Voilà. Comment on passe de ça à la nazie, si vous voulez, mais le processus qui continue, où tout à coup, le juif, c'est son sang qui n'avait. C'est pas ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. Il est génétiquement impur, génétiquement inférieur, génétiquement méprisable. Autrement dit, on passe de l'antijudaïsme à l'antisémitisme, et ça n'est absolument pas la même chose. Dans l'antijudaïsme médiéval, symbolisé par le portail de la cathédrale de Strasbourg, on ne méprise pas le juif pour ce qu'il est, parce qu'il est moche, la folklore britannica, la planteur juive, etc. Évidemment. Mais essentiellement, on s'attaque à ses idées, à ses croyances qu'on veut vaincre, alors que quelques siècles plus tard, on lui interdit d'être en tant que tel, parce qu'il ne peut pas changer, qu'il se convertit
Bah, il y avait une lecture politique, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la lecture politique. Oui, c'est créer une catégorie avec des traits. Voilà. La discussion avait un peu s'était décalée et vous n'étiez pas, vous, sur cette ligne-là. Je ne voyais pas du tout comment on pouvait avoir la lecture politique transposée après, sur l'histoire. Non, c'est une idée de concept plutôt, c'est ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bien, on va peut-être faire la pause. Mais c'est vrai que c'est une question qui me